Deuxième partie de Frontal, notre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour est consacré à Madagascar, qui connaît depuis le 25 mars un nouveau gouvernement après la dissolution du 9 mars dernier. Consoeur, c'est intéressant ce qu'a dit Grégory Sileni dans la première partie de notre émission. Le mouvement La Gen Z, qui prend aujourd'hui autant d'importance politique dans votre pays, comment l'interpréter? C'est le refus de la fatalité et désormais la décision de faire rendre gorge à ceux qui pillent les ressources de l'État? J'aimerais bien que la génération Z occupe une place beaucoup plus importante à Madagascar, parce que leurs revendications de départ et leurs revendications actuelles sont vraiment justifiées. Maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, le problème, c'est qu'ils sont un peu utilisés. C'est le terme exact. C'est-à-dire par les personnes au pouvoir. Parce que quand on a besoin qu'ils s'agitent pour déloger quelqu'un ou pour asseoir la reconnaissance, par exemple, on parle beaucoup de la Gen Z parce que le président actuel a besoin de la Gen Z pour la reconnaissance internationale et pour qu'il ne soit plus en fait pénalisé par le coup d'État. Sauf que dernièrement, la Gen Z a en fait envoyé les membres diplômés pour avoir une place au gouvernement, pour pouvoir changer les choses. Ils n'ont même pas été reçus. Ils ont fait l'accueil, ils n'ont même pas été reçus. Ils ont envoyé leur CV, ils n'ont même pas été reçus. Donc, il ne faut pas, en fait, les utiliser et se moquer d'eux. Moi, Et là, en fait, il y a une chose qui était très importante aussi. Déjà, le fait que ce soit l'Assemblée nationale qui désigne le Premier ministre, il y a une chose déjà qui est... pour moi, c'est le premier faux pas, déjà. Elle n'a plus la légitimité de faire cela ? C'était pas les personnes qui avaient la majorité à l'Assemblée qui ont désigné. C'est déjà, en fait, comme il dit, à géométrie variable. Et déjà, en fait, dès le départ, il y a eu soit des mallettes, soit des menaces. Donc, voilà. On reviendra sur la question des menaces, mais comprenons, il se passe, il y a une dynamique dans votre pays qu'il faut observer et analyser. Vous avez aujourd'hui ce mouvement de la société civile, la Gen Z, qui réclame la dissolution de l'Assemblée nationale, la dissolution de la Cour constitutionnelle, la dissolution de la Commission électorale nationale. Comment expliquer ces exigences? En fait, c'est facile d'expliquer parce que voilà, comme Grégory tout à l'heure disait, c'est le système qui est gangréné. Alors ces dirigeants-là, moi je vous parle, c'est un député qui était élu pendant 20 ans député. 20 ans député, c'est combien de mandats? 7 fois 7, 23 mandats d'un président. Donc, il disait que voilà, c'est à lui, ça appartenait à lui. Il y a des gens qui, comme ça, dans les politiques, hein, c'est ça que les Gen Z, ils veulent effacer du tableau. Parce que, n'oubliez pas que la revendication principale des Gen Z, c'est des besoins fondamentaux. C'est ça. Et puis, ça a pris une dimension politique. Oui, mais parce que, à Madagascar, c'était faire une manifestation là-bas, tout est muselé à l'époque. Moi, je vais pas mentir à côté de ma consoeur Lala. Qui soutient, qui a un grand soutien et grand poche pendant 16 ans quand même. Pendant 16 ans. Du règne d'Andra Joelina. Le régime d'Andra Joelina, c'était la gabégie totale, quoi. À Madagascar, il y a un délestage. Moi, j'étais là-bas en mois d'août. Moi, je parle terre à terre. J'étais là-bas en mois d'août. Pendant 2 jours, j'ai pas eu de lumière. En pleine capitale? La capitale. Non, pas tous les quartiers. Tout le quartier. Et après, ils ont dit c'est par secteur. Donc voilà, à notre époque,
Ah, mais malheureusement, Voilà. ce n'est Il pas, y a pas c'est pas d'eau. spécifique à Il y a Madagascar, pas d'eau. malheureusement. Il n'y a hein. pas d'eau. Il y a pas d'eau. Mais quand même. Mais on est d'accord. Oui, quand même. C'est pas une raison. Voilà, donc c'est de la part de ces revendications-là que les Gen Z n'en parlent pas, les systèmes éducatifs, les gens qui ont des diplômes, qui voilà, ils n'ont même pas les places adéquates pour ces diplômes. Donc ils ont revendiqué qu'on change de système. Parce que la HCC, le CNI, le gouvernement, les députés, tout est gangréné. C'est un système de, on va dire, mafia, quoi. Voilà. À ce point-là. Voilà. Donc, il faut C'est un changer. marasme. Voilà. On peut pas, c'est impensable de voir la misère surtout des jeunes. Et heureusement que la Gen Z, ils sont, même, je sais pas si ils sont, ma consoeur tout à l'heure disait que manipulés, mais peut-être c'est en voyant cette situation aussi, ça leur pousse à aller de l'avant pour avoir un peu sa vie, quoi. Oui. C'est une question de vie et de mort. Hein. Alors, ça traduit quand même une forme de spécificité dans votre pays qui peut être intéressant d'analyser. On voit l'irruption sur la scène politique d'un acteur nouveau, un mouvement de la société civile qui pratiquement fait office d'opposition, de parti d'opposition aujourd'hui, et qui tend à devenir un acteur politique. Moi, je dirais plus fait partie d'une entité de proposition, pas d'opposition. Parce que nous restons dans les conjectures lorsque Madame dit qu'ils sont manipulés. Moi, je suis pas plus. Non. Je suis J'ai pas dit là-dedans. qu'ils sont utilisés. Bon, C'est-à-dire on va dire utiliser, mais c'est manipulé qu'on les quand même. prend quand on veut et on les rejette quand on n'a plus besoin d'eux. Mais je pense quand même qu'ils se sont levés. Mais ils ont de l'influence aujourd'hui. Ben, Oui. je dis tant mieux. Oui. Parce que il n'y a pas la culture. Je dirais que c'est culturel. Le malgache, c'est quelqu'un qui se fait discret. D'accord. Et au moins, qui est la Gen Z, qui ose se lever. Parce que c'est cette culture de la discrétion, cette culture de vouloir toujours... non, il ne faut pas faire de vagues. Ça commence à bien faire, quoi. Et heureusement que la Gen Z se lève pour que les choses puissent aller dans un autre sens, puissent changer. Et je dirais que la Gen Z, c'est un acteur, Gen Z ou d'autres sociétés civiles. Hein, Et ça vous satisfait comme ça? D'ailleurs, tout le monde devrait même souhaiter avoir un acteur comme ça. Grégory, ils sont même allés jusqu'à donner un délai de 72 heures. La dernière fois, pour dissoudre son gouvernement. Ils donnent même un ultimatum au gouvernement. Vous en êtes là? En fait, c'est pas étonnant. Hein. Ça, c'était des choses qu'on avait... Moi, en tout cas, je m'étais exprimé au sujet de cette révolution. C'est qu'il fallait avoir un garde-fou pour voir s'il allait vraiment avoir du changement auprès des autorités. Parce qu'on savait que les hommes, fondamentalement, ça n'allait pas trop changer. Moi, ce que je vois et ce que j'observe, c'est qu'il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Le premier paramètre, c'est qu'on est en train de voir l'influence des réseaux sociaux à Madagascar. C'est ça qui est important. Ouais. C'est une dynamique qui est nouvelle. Parce qu'en fait, si on regarde d'un point de vue historique, il y a toujours eu des vindictes populaires. Et en effet, il arrive que le peuple soit instrumentalisé pour que le régime change. Mais là, il y a vraiment ce phénomène-là qui est nouveau et qui change totalement la donne. Quand on sait que on sait qu'à Madagascar, actuellement, il y a à peu près 3 millions de Malagasy qui ont accès à Internet. Quand on sait qu'au niveau d'une élection présidentielle, vous avez 10 millions d'électeurs et il n'y en a que 5 millions qui votent. Donc vous voyez un peu les paramètres pour vous dire que c'est très influent. Et ça, en effet, c'est assez positif. C'est assez positif pour la société parce que du coup, si on veut que le système change, on a besoin de la Gen Z. En revanche, ce qu'on peut regarder sur le plan politique, je pense que la Gen Z a été un peu prisonnier de son idéologie de départ. Puisque eux, ce qu'ils revendiquaient et ce qu'ils disaient, c'est qu'on est apolitique. Oui. Dès lors qu'ils disaient qu'ils étaient apolitiques, c'est étrange que maintenant ils disent qu'on veut avoir des places dans le gouvernement. C'est ça. Vous voyez, donc là, il y a une dichotomie dans le discours et on voit l'évolution du mouvement. Mais ça peut aussi s'expliquer par un autre phénomène. C'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas une Gen Z, mais il y a des Gen Z. Il y a des gens qui ont récupéré le mouvement. Et c'est pour ça que si vous regardez sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs entités qui se revendiquent être de la Gen Z. C'est pour ça que du coup, il y a cette dichotomie dans le discours. Gouvernement dissous, un nouveau gouvernement formé,
le président avait donné un calendrier à la SADC. Quant au déroulé de la transition, si on reste sur le sujet de la GNZ, pouvons-nous imaginer la situation évoluer politiquement au point où, à la prochaine élection, aux prochaines élections législatives, il y a une sorte de raz-de-marée de la GNZ à l'Assemblée nationale malgache, ou bien comment doit-on s'imaginer la suite prochaine de cette influence politique de plus en plus forte que prend ce mouvement? Ben déjà, vous avez tout dit, ce serait bien qu'il y ait un raz-de-marée de la GNZ pour une véritable refondation. Parce que là, on est toujours dans le même système. Et vous avez tout à l'heure dit pourquoi Madagascar s'appauvrit. Il n'y a qu'à regarder, en fait, les émoluments et les avantages des personnes qui sont au pouvoir, complètement aberrants par rapport à la vie du peuple malgache. Le salaire est déjà énorme, plus les avantages, plus les primes, plus les... Bon, je vais vous donner un exemple tout bête qui a fait, qui a fait le buzz sur la toile. C'est qu'une personne a été nommée et a travaillé 4 jours et a réclamé son 13e mois. L'ADAF... C'était en décembre. Oui. L'ADAF qui s'est opposé en disant que déjà, il n'a pas été... Non, que déjà, il n'a pas été recruté comme l'indiquent les règles en ce qui concerne l'endroit où il travaille. Oui. Vous savez qu'est-ce qui a été limogé? La DAF qui a mis ce problème sur le plateau. Ah oui? Non, comment voulez-vous qu'on croie à une refondation avec ce genre de comportement? Je n'en ai cité qu'un parmi 10 000. Mais madame, excusez-moi, votre compatriote tout à l'heure a voulu vous charrier peut-être un peu. Vous avez soutenu l'ancien président pendant 16 ans. Oui. Et tout n'est pas rose non plus. Et ces pratiques avaient déjà cours. De quoi? Ces façons de faire. Tout ce que nous dénonçons dans cette émission, sous le président, M. Pamphile, notre confrère, l'a relevé tout à l'heure. Il a été au pouvoir pendant 16 ans. Non, là, en fait, aussi, c'est un mauvais calcul. Il y a eu plusieurs personnes qui se sont succédées sur 16 ans. Quand même, il était là en transition depuis 2009. Et après, il y a eu qui? Il a fait deux mandats. Et après, il y a eu qui? Il y a eu effectivement... il avait 2 mandats quand même. Il y a même eu des assassinats du temps de votre président là. Parce que vous vous rappelez de M. Roberto Carlos? Ça vous dit quelque chose? Voilà. Alors, je l'ai dit, le président a donné à la SADC, c'est quoi, 24 mois, hein, je crois. La transition est censée... Comment doit-on s'imaginer ces 24 mois? Il y aura des élections à un moment donné, des élections législatives, pour avoir une Assemblée nationale plus légitime encore, et il y aura une présidentielle, si oui. C'est quoi la tendance aujourd'hui? Il sera candidat, sans doute. Je ne peux pas dire qu'il sera candidat parce que moi je ne suis pas dans le sphère présidentielle, mais voilà, j'observe les choses. Mais du moment où il a accepté la feuille de route disant que voilà, c'est la SADC et l'Union africaine aussi qui disaient que voilà, il y a une chronologie à faire. C'était signé le 28 février. Il y avait des débats par rapport à ça. Est-ce que c'est feuille de route ou c'est les chronologies des choses à faire? Donc ça, c'est un peu flou parce que nous, de l'extérieur, on ne voit pas les choses. Mais pour être intégré dans l'Union africaine, il faut quand même... Réintégrer, effectivement, voilà. Puisque vous êtes... Donc, il y a une chronologie... À la fin, je vois juste sur la toile aussi que voilà, c'était prévu au mois de novembre 2027 au plus tard. Mais ce qui me fait peur, en fait, c'est que voilà, c'est l'éternisation de cette transition disait intérim. C'est ça aussi, parce que des fois, c'est tellement flou la feuille de route que tout le monde a peur si ça va s'éterniser, cette transition. C'est une question tout à fait légitime voilà. que vous posez. Grégory Sileni l'a dit tout à l'heure, le président, à travers ses nombreux voyages, qui fait rentrer dans les habits du président. Président, oui.
Et généralement, quand on rentre correctement dans les habits du président, comme il est en train de faire là, Moi, je voulais juste oui, s'il vous plaît, Richard, parce que là, ce qui fait aussi aujourd'hui avec les accords internationaux avec la Russie, avec tel partenariat, c'est pas des gens qui viennent de la route qui va faire ça, c'est des présidents élus. Moi, je m'excuse, je suis désolé, mais voilà, c'est un programme de gouvernement, ça. C'est pas la transition qui va dire que voilà, moi je vais m'allier à la Russie. Ah, je ça vais c'est... m'allier, voilà. Moi, c'est pas anodin sa visite en Russie. Et la chronologie, c'est pas anodine aussi, parce que après la Russie, il était venu en France. Donc peut-être il y a un coup de fouet aussi de la part de la France par rapport à ça. Donc il faut se méfier dans ce que disaient les gens au pouvoir. Vous nous expliquez que un président de la transition doit avoir des pouvoirs limités. C'est pas un président. Normalement, parce qu'il n'est pas élu. Voilà. Donc moi je pense que une transition, c'est une étape pour aller à l'élection. Et point barre. Et là, il doit se dire que si moi, je sais... parce que moi peut-être, moi, je suis un peu bête, mais la personne qui détient la transition, normalement, il ne se présente pas à l'élection présidentielle. Parce que tu vas être jugé parti. Quel est votre avis sur cette question, monsieur Razami Manana? Mais moi, je dis plutôt que c'est effectivement, on est dans une transition. En principe, la transition prépare pour, comme son nom l'indique, pour une nouvelle... un retour à l'ordre constitutionnel. Voilà, à l'ordre normal. Puis une étape voilà, plus loin. Maintenant, est-ce qu'il se prépare pour se présenter, tout ça? Là, on est dans la conjecture encore. Mais, ceci dit, rien n'empêche un citoyen malgache de se présenter. Oui, ça c'est bien dit. Ça c'est bien dit. Voilà. Honnêtement, on est totalement d'accord. Et même, vous avez des constitutionnalistes qui vous disent, ce n'est pas parce que j'ai été président de la transition que je suis disqualifié pour être président de la République. Exactement. Il y a des constitutionnalistes, y compris des constitutionnalistes malgaches. C'est un débat qu'on peut comprendre. Grégory Sileni, comment doit-on s'imaginer maintenant la suite? Un gouvernement est formé, un nouveau Premier ministre est désigné. On connaît les problèmes. Délestage, vie chère, sécurité, scolarisation, santé, surtout. Comment faire pour être à l'abri d'une nouvelle dissolution? C'est-à-dire, ces défis-là qu'on vient de citer. Comment évaluez-vous la capacité de ce nouveau gouvernement à relever ces défis pour qu'on ne parle pas d'une nouvelle dissolution dans 2 mois? C'est un défi énorme qui attend le nouveau gouvernement. Moi, vous savez, j'ai lu le Premier ministre qui a été donc destitué, Erdsanama Rajoelinarevolt. Il a publié un livret blanc, du coup, qui fait le bilan de son action sur les 5 mois. Et moi, j'étais très, très déçu de ce bilan. Il n'y a pas un seul chiffre sur un rapport de 68 pages. Déjà, je trouve ça très étonnant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de palabres, il y a beaucoup de sémantique, mais pas de diagnostic, et on ne sait pas vraiment où va ce gouvernement. En fait. Il n'y a pas d'évaluation, et puis surtout, il n'y a pas de proposition. Parce qu'il y a plein de mots qui sont dits, oui, on veut déployer de la stratégie, on veut faire beaucoup de choses sur le plan... Ça, c'est le défaut malgache. Ça. Oui, mais là... Parce que le PEM, le président a fait du PEM, oui. Le PEM, le programme Émergence Madagascar, du temps des Raduel, il n'y avait pas de chiffres. Il y avait beaucoup de choses, pas de chiffres. Mais donc ça veut dire que là, ceux qui sont en place, quand vous dites là, savoir quelles vont être les priorités par rapport notamment à l'urgence sociale, quel plan va être déployé, non, il n'y a pas grand-chose qui va être fait, malheureusement. C'est ça, quand on voit qu'aujourd'hui, il n'y a pas un vrai diagnostic de la situation, quand il n'y a pas de diagnostic, on ne sait pas où on va aller. C'est ça le problème. Moi, je pense, par rapport à la question que vous avez posée tout à l'heure, je pense que le président Rajoelinarevolt va beaucoup se réfugier derrière la concertation nationale. C'est ce qu'on attend et c'est ce qui a été dit justement, ce qui allait être précisé dans la feuille de route, parce que la concertation nationale a pour objectif justement de prendre
les propositions, de la population. Des forces vives. Exactement, ce sera un moyen de tenir en haleine la population, mais je crains beaucoup sur les urgences sociales qui ne puissent trouver des solutions durables pour Madagascar. Je propose qu'on marque une courte pause, on se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre émission. À tout de suite. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel.